Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Une bonne manière de comprendre l'identité d'un peuple consiste à voir de quelle manière il se raconte sa propre histoire. De François-Xavier Garneau à Fernand Dumont, en passant par Lionel Groulx et Maurice Séguin, le peuple québécois a ainsi mis à jour régulièrement les représentations qu'il se faisait de son parcours collectif. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous entrons peut-être dans une nouvelle époque de la conscience historique québécoise, causée en bonne partie par l'échec du projet politique qui était au cœur de la Révolution tranquille. Surgit un peu partout la tentation d'un retour au Canada français, à la manière d'un refuge symbolique pour une nation qui a toujours entretenu un rapport trouble aux politiques. Comment interpréter ces mutations de nos représentations collectives? Pour en parler, je reçois le sociologue Jacques Beauchemin qui vient de publier aux éditions Boréal La Démission tranquille, un puissant essai consacré à cette question. Jacques Beauchemin, bonjour. Bonjour. Alors, question première, quels événements politiques, quels événements liés à notre actualité, non pas, je dirais, immédiatement récentes, mais des dernières années, peuvent expliquer cette espèce de mutation de la conscience historique dont vous vous faites à la fois l'historien et le sociologue dans La Démission tranquille? Je dirais qu'au fond, on arrive peut-être au bout, ou en tout cas à l'épuisement d'une phase historique importante. Depuis la Révolution tranquille, on va dire 1960, c'est la date charnière commode qu'on utilise toujours, il s'est passé une mutation extraordinaire dans la conscience historique québécoise, c'est-à-dire que les Québécois, pour la première fois de leur histoire, enfin, au moins depuis 1840, disons, depuis l'acte d'union, ont commencé à se représenter d'une manière nouvelle, c'est-à-dire comme sujet non plus de culturel, mais sujet politique. Alors, évidemment, ça ouvrait des perspectives gigantesques. À partir du moment où on se représente de cette manière-là, on peut entrevoir pour soi un certain nombre de projets. Il y a une volonté d'émancipation très grande, je l'apprends à personne, qui accompagne la Révolution tranquille, mais ce vaste mouvement-là, dans l'esprit de plusieurs, depuis 60, il devait s'achever dans quelque chose de majeur et qui allait être l'indépendance politique du Québec. On voyait la chose un petit peu de manière comme si c'était presque inévitable. C'était une question de temps. C'était la continuation logique de ce que la Révolution tranquille inaugurait. Et on a vécu de cette mystique-là durant des décennies, avec des hauts et des bas, évidemment. Mais il n'empêche que le mouvement était puissant. Il nous portait presque naturellement vers cette conclusion. Et voilà que depuis quelques années, on est plus certain que cette conclusion était aussi naturelle qu'on le pensait. C'est-à-dire que est-ce que ce vaste mouvement va déboucher sur l'indépendance politique? On en est plus certain. Et il y a un genre de démission qui s'installe tranquillement. Je ne dis pas que les carottes sont cuites. Je ne dis pas que c'est la fin de tout. Que l'indépendance politique ne se fera jamais. Je dis que nous sommes dans une conjoncture où le doute s'est installé et un certain esprit démissionnaire. Et alors, est-ce qu'il y a un événement en particulier qui est déclencheur? Je dirais qu'évidemment, c'est sans doute l'échec de 95, qui a en quelque sorte sonné la fin de la récréation. On s'est rendu compte que les choses seraient pas si faciles que ça. Et surtout, les Franco-Québécois eux-mêmes, ceux qui forment le cœur de la nation, ont commencé à interroger leur propre projet en se demandant s'il était au fond, non pas réaliste, parce que ça, on savait qu'il était réaliste, mais est-ce qu'il était légitime? Est-ce qu'on peut imposer à nos concitoyens québécois qui ne partagent pas l'idéal indépendantiste, est-ce qu'on peut leur imposer ce projet-là, qui est un projet qui est essentiellement issu de la majorité francophone? Et on s'est mis à se demander si c'était la bonne chose à faire. Et à partir de là, le doute s'est installé. Alors, je vous relance dans cet esprit. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que le grand récit de la Révolution tranquille, qui lui-même ressaisissait l'ensemble de l'histoire du Québec, nous la racontait vers un point d'aboutissement, est-ce qu'on peut dire, comme l'avait dit en ces mots peut-être Fernand Dumont, qu'il s'agit désormais pour les Québécois d'une conscience historique bouchée ou d'une conscience historique enrayée, d'une conscience historique dont le récit a été désavoué
par la réalité des choses. Est-ce que de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une forme de panne de la mémoire, une panne du récit historique au Québec? Oui, on peut dire ça. Puis on peut le dire aussi autrement. C'est la même idée, mais il y a une espèce de mauvais sort qui s'est abattu sur le projet indépendantiste, c'est-à-dire que au moment où il aurait pu se réaliser, il fallait que soit encore vivant le souvenir de l'oppression, de la domination, de l'exploitation. Et ça, c'était les années 60 et 70, si on veut. Et c'est là que, comment dire, l'élan vital était présent et aurait pu permettre qu'on débouche sur la souveraineté. Sauf que, pour un ensemble de raisons que tous comprennent, le fruit n'était pas mûr, pour reprendre une expression très populaire. Le fruit n'était pas mûr. C'est-à-dire qu'en 1980, au premier référendum, même René Lévesque le savait, on n'était pas prêt collectivement à voter oui. On connaît le résultat. Alors même que les conditions pour qu'on fasse la souveraineté étaient en quelque sorte réunies, si ce n'était du fait que nous n'étions pas prêts à le faire. Et puis par la suite, ce qui s'est épuisé, c'est l'énergie vitale en question. Vous parlez lentement mais sûrement, vous parlez d'un blocage de la conscience historique. C'est à peu près ça qui s'est produit. C'est-à-dire que, après l'échec de 80, le projet, quand même, ne meurt pas automatiquement. On continue de le poursuivre. Sauf que les raisons fortes commencent à s'étioler. Sauf que s'installe le confort et l'indifférence. Sauf que s'installe une certaine normalité canadienne, c'est-à-dire que le Québec est une nation au sein du Canada. Les choses vont ni bien ni mal. 82 nous est imposé, mais la vie continue. Et on arrive à un moment de l'histoire où le Québec forme une société prospère, développée. Le Québec aime se représenter lui-même dans son hyper-modernité, société très avancée, société qui pourrait faire son indépendance politique, mais nous sommes en 2020 et on dirait que ce qui est en train de nous manquer, c'est le carburant nécessaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment faire la souveraineté? Et ça, les Québécois ont tendance à ne plus pouvoir répondre clairement à cette question-là. Alors, dans votre ouvrage, vous montrez comment une des tendances appelons ça de la réflexion historique ou identitaire québécoise d'aujourd'hui, c'est un retour à ce passé que nous nommons Canada français. C'est-à-dire, la tentation est forte chez plusieurs, d'une manière ou l'autre, d'y revenir, pour différentes raisons. Les autres à la manière d'une identité, certains à la manière d'une identité refuge, d'autres parce que c'est une forme de retour plus fondamentalement sur des questions culturelles, une appartenance continentale large, comme par exemple en lien avec les Canadiens français hors Québec et ainsi de suite. Quel visage prend aujourd'hui cette tentation d'un retour au Canada français? Comment l'expliquer? Et je dirais, est-ce que, d'après vous, cette proposition est réaliste dans le contexte du Québec contemporain? Je dirais d'abord que cette espèce de volonté, de désir de retour au Canada français est la conséquence directe et immédiate, justement, de l'épuisement de l'idéal souverainiste. Dans la mesure où, dans la conscience historique du Québec contemporain, cette perspective-là s'éloigne, il y a l'espèce de nécessité concomitante de trouver une espèce de voie de passage autre. Comment on va faire pour continuer d'affirmer la nation québécoise dans ce qui la constitue, sur le plan de son identité, de la culture? Comment on va faire si tout cela ne s'achèvera pas dans la souveraineté du Québec? Alors, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est renouer avec nos racines anciennes, renouer avec, et c'est ce qui s'installe maintenant là, dans le discours général, renouer avec ce qui a toujours été nous, c'est-à-dire le monde canadien-français, d'où les Québécois hyper modernes d'aujourd'hui proviennent. Hein? Alors, c'est comme si on se disait, au fond, retrouvons ces racines profondes. Et puis, essayons de constituer un nouveau nous, solide, ancré, enraciné dans une vieille appartenance. Et puis, peut-être qu'à partir de cette base solidifiée, on pourra faire valoir un certain nombre d'intérêts nationaux. Alors, c'est un réflexe qui est, pour ainsi dire, presque naturel. Et en même temps, que la CAQ, par exemple, l'incarne parfaitement aujourd'hui. Hein, on parle d'une renaissance du nationalisme québécois, ce qui est en bonne partie vrai, et c'est la CAQ qui l'incarne sur le plan directement politique. Alors, on se réjouit de ça.
Et en même temps, il faut bien voir que cette espèce de retrouvaille avec les racines culturelles de la nation, la langue, l'histoire, la culture, la différence, c'est très bien, mais il y a là-dedans une forme de démission au sens où ce qu'on est en train de délaisser, c'est précisément cette représentation politique de nous-mêmes qui aurait pu nous amener à l'indépendance politique. Là, évidemment, en renouant avec les racines culturelles, ce qui est certainement pas une mauvaise chose, en même temps, ce qu'on se trouve à faire, c'est retrouver la famille, la bonne vieille famille chaleureuse et réconfortante qui a été la nôtre si longtemps, et en même temps qu'on démissionne alors du grand projet que portait la Révolution tranquille. Alors, vous voyez un petit peu le nationalisme renaissant d'aujourd'hui et ce désir de retour au Canada français signifie beaucoup de choses en même temps. Hein. Il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la solution de rechange. Et puis qui est pas méprisable, hein, de vouloir retrouver nos racines profondes. Je l'explique dans mon ouvrage assez longuement. C'est nécessaire de le faire aussi. Hein, un des drames du Québec contemporain, c'est d'avoir coupé les liens avec l'histoire canadienne-française, avec la Révolution tranquille, parce que les Québécois de 1960 ont tourné le dos aux Canadiens français. Pourquoi? Parce que trop petits, porteurs d'eau, scieurs de bois, mentalité moutonnière, soumise à l'Église, tout ce qu'on a méprisé après 60, et qui a créé une vraie rupture. Les Québécois d'après 60 ne se reconnaissaient plus dans ces vieux Canadiens français. Tant et si bien que les Québécois d'aujourd'hui ont l'impression que l'histoire du Québec commence en 1960, ce qui est une absurdité. Et ce qui nous coupe, précisément, nous, Québécois, de l'histoire du temps long du monde canadien-français. On a besoin de renouer avec ça, mais pas, et c'est ça le point le plus compliqué à comprendre, là, mais pas sur le mode politique. Il ne faut pas revenir à la théorie des deux peuples fondateurs qui nous a menés à rien et qui signifie rien. La seule manière de faire avancer le Québec politiquement, c'est d'en faire une nation indépendante. Alors, justement, cette tentation apolitique, disons ça comme ça. Quand on vous lit, d'ailleurs, votre ouvrage commence ainsi, vous nous dites que cette tentation apolitique, elle vient de loin dans notre histoire, paradoxalement. C'est l'illusion d'une permanence canadienne-française, cette idée que nous sommes une race qui ne sait pas mourir, pour emprunter les mots d'un autre, cette idée qu'il y a une forme de permanence tranquille, pour emprunter encore une fois une autre formule. Donc, cette espèce de tentation apolitique vient de loin dans notre histoire et d'une certaine manière, elle ressurgirait aujourd'hui suite à l'échec politique de l'indépendance. D'où vient cette tentation apolitique, pour reprendre vos mots? Comment l'expliquer et je dirais, quel visage prend-elle aujourd'hui? J'emprunte l'analyse de Fernand Dumont à ce sujet. Hein. Fernand Dumont et d'autres. On peut dire que après l'acte d'union de 1840, pour le résumer de manière très, très succincte, là, s'installe au Canada français une angoisse identitaire. La collectivité vient d'être mise en minorité sur le plan politique avec le rapport Durham, l'acte d'union, et s'oppose pour la première fois depuis 1790, là, depuis l'acte constitutionnel, la possibilité d'une disparition de la collectivité. Et la manière de combattre, de résister à ces forces de l'abolition canadienne-française, ce sera de se réfugier dans la culture. Faire de la collectivité canadienne-française un monde, mais fabriqué d'identité. Alors, c'est descendance française, religion, vocation agricole, mission providentielle, tout ce que l'histoire nous a appris. C'est un genre de refuge. C'était la manière d'assurer la survivance de la collectivité, dans la mesure où la voie politique était devenue impossible. Hein, l'échec des rébellions de 37-38, ce que ça nous dit, c'est que l'aventure politique est terminée. On gagnera pas comme ça. Puis en 1840, au lendemain de l'acte d'union, on va pas refaire les rébellions. On n'a pas les moyens de le faire. Alors, qu'est-ce qui reste? Comment on peut combattre l'angoisse identitaire? Comment on peut contrer la menace de la disparition? La seule façon de le faire, et ça, l'époque l'avait bien compris, c'était précisément de solidifier l'identité collective autour d'une définition culturelle. Voici ce que nous sommes et voici ce que nous devons faire perdurer dans l'histoire sous la figure du même.
pas de transformation. C'est une façon de parler, parce que chacun sait bien que le Québec s'est transformé au fil du temps, mais vous voyez, sur le plan identitaire, c'était ça. Alors, tentation apolitique, donc, bien sûr, parce que c'était la manière de traverser le 20e siècle sans s'y faire avaler. Est-ce qu'on peut dire néanmoins qu'il y a une conscience politique qui demeure vivante? Je donne un exemple. Donc, effectivement, la nation canadienne-française se donne une définition d'elle-même sous le signe du même, de la culture, de l'identité profonde. Mais je pense à 1867, et quand vient le temps de la Confédération, les élites canadiennes-françaises tirent profit des circonstances pour reconstituer une communauté politique canadienne-française. La province de Québec est un État incomplet, inachevé. C'est un moignon d'État, mais c'est pas rien non plus. Dans les circonstances, ça permettait aux Canadiens français de redevenir majoritaires dans un espace politique, une souveraineté partielle qu'ils contrôlaient. On pourrait penser aussi à Mercier, peut-être, à Groux, au début des années 20, dans le programme de l'Action française de Montréal, le programme de redressement national. Est-ce que cette histoire de l'apolitisme canadien-français ne se double pas aussi d'une histoire d'une conscience quand même de nos intérêts nationaux et de la nécessité de contrôler à tout le moins une parcelle de souveraineté? Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est une nuance importante qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire que l'histoire du Canada français, du Québec depuis 1840, peut être réécrite sur le mode d'une espèce de parcours politique. Hein. Il y a des éclosions de moments politiques importantes qui parsèment tout le 20e siècle. Même le Québec Duplessis. Hein. Duplessis, c'est une première politisation de l'identité canadienne-française. Quand Duplessis, en 54, par exemple, instaure l'impôt sur le revenu québécois, mais il pose un geste politique important. C'est un geste d'affirmation nationale. Alors, on peut dire que toute l'histoire est là. Mais le fait est cependant que, puisqu'on s'intéresse à la conscience historique, dans les tréfonds de la conscience historique, autrement dit, là où la collectivité se représente dans ce qu'elle a de plus essentiel, on peut dire que loge cette espèce de conception essentiellement culturelle de la collectivité. C'est-à-dire, nous sommes un peuple, mais pas un peuple au sens politique du terme. Non? Nous sommes un peuple, nous sommes une culture. Le frère Untel disait une civilisation. Une grande famille, vous évoquez aussi. Oui, une grande famille. Puis nos frères et nos sœurs se trouvent aux États-Unis, dans les provinces, ailleurs au Canada. Sont comme nous. Hein? La seule chose, c'est que les Canadiens français sont majoritaires au Québec, mais pour le reste, c'est nos frères et nos sœurs. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. Entre les hors-Québec et les Québécois, si vous voulez. Alors, c'est une grande famille, c'est une appartenance presque charnelle à l'histoire. Et c'est comme ça qu'on s'est représenté jusqu'à la Révolution tranquille, même si vous faites bien de l'évoquer, parce qu'il serait faux et même contre-intuitif de ne pas voir que le 20e siècle est traversé d'élans de manifestations politiques. Hein, les crises de la conscription, on pourra en nommer plusieurs. Là. Mais ce qui est intéressant, au fond, c'est de quelle manière cette collectivité-là se représente. Regardez, par exemple, c'est pas un hasard si au 20e siècle, l'idée d'indépendance politique est très, très peu présente. C'est-à-dire, on la retrouve ci et là, mais c'est pas un projet, c'est pas une idée forte, ça porte pas, là. Pourquoi? Mais parce que, précisément, la collectivité ne se représente pas comme sujet politique. C'est un sujet de culture. Un sujet de culture, ça fait pas son indépendance politique. Ça assure sa perduration. C'est ça que ça fait, une communauté de culture. C'est très bien. Mais la Révolution tranquille, la mutation qu'elle permet et qui est majeure, c'est précisément la traduction de cette appartenance à une grande famille culturelle vers la constitution d'un sujet qui se représente dorénavant comme acteur historique. Nous sommes dans l'histoire, nous avons un projet pour nous-mêmes qui se déploie de toutes les manières sur le plan économique. Hein, le Québec Inc., la fameuse classe d'affaires francophone que tous appelaient de leur vœu depuis très longtemps sans savoir comment le faire. Mais c'est la Révolution tranquille qui va permettre ça. Je n'insiste pas sur l'émancipation culturelle extraordinaire du Québec après 60. Ce sont des choses qui sont bien connues. Et le grand projet politique, l'indépendance. Alors, la mutation, elle est majeure. C'est-à-dire, à partir de là, les Canadiens français deviennent des Québécois avec, pour eux-mêmes, une autre projection. Et, cette mutation-là, elle va avoir des effets majeur et déterminant durant 50 ans, je sais pas, quelque chose comme ça, là, où le projet, ce vaste projet d'émancipation,
porte la collectivité. C'est tout à fait nouveau. Et c'est précisément cela, je crois, qui est en train de se fatiguer. Dans la conscience historique canadienne-française, dans ce moment antérieur à la Révolution tranquille, vous identifiez deux tendances qui sont également vraies et contradictoires, pourrait-on dire. C'est d'un côté la permanence tranquille, ce sentiment d'une éternité, ce sentiment que nous serons là, on va toujours être là d'une manière ou de l'autre. Et de l'autre côté, la peur de disparaître, hein, qui s'était accompagné du combat contre l'assimilation. Et si on voulait survivre, c'est parce qu'on était conscient que notre existence était compromise. Donc, comment ont cohabité dans la conscience historique ces deux peurs, ces deux certitudes, la peur de disparaître et la certitude d'être là pour toujours? Et comment aujourd'hui ces deux tendances, pourrait-on dire, ressurgissent dans notre vie collective? Oui, c'est une très bonne question et c'est une question qui est très complexe parce que ces deux tendances-là, disparaître et en même temps être là pour toujours, coexistent dans notre conscience historique sans qu'elles soient directement en lien. Elles coexistent comme une chose à côté de l'autre. La peur de disparaître a toujours été présente, puis pour des raisons évidentes. C'est une peur dont les fondements sont malheureusement vérifiables et empiriquement. Là, c'est une vraie peur fondée sur de vraies déterminations. Et en même temps, et ça c'est plus difficile à saisir, en même temps, il y a, depuis toujours, cette espèce de sentiment profond que quoi qu'il advienne, la collectivité sera toujours d'une manière ou d'une autre présente un petit peu sous la forme qui est la sienne depuis si longtemps. Vous savez, il y a quelques esprits pessimistes qui pensent qu'on ne parlera plus français au Québec dans, 100 ans. Même avant, chez certains encore plus pessimistes. Mais moi, ma conviction, c'est que dans la conscience historique québécoise, cette peur-là elle est contrée par l'idée de permanence. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on va vraiment disparaître? Je pense que chez plusieurs Québécois, ou en tout cas dans leur conscience, il y a quelque chose qui les rassure. On est là depuis longtemps, et sans doute pour longtemps. Que sera le Québec dans 150 ans? On ne le sait pas. Mais est-ce que vraiment toute trace de la civilisation canadienne, française puis québécoise aura disparu? Moi, je pense qu'il y a quelque chose chez plusieurs d'entre nous qui rechigne à cette idée-là. On pense qu'on est sûrement là pour longtemps. Regardez, par exemple, de quelle manière au Québec, c'est anecdotique, mais c'est significatif. De quelle manière on accueille ce que j'ai appelé dans mon essai les oiseaux de malheur. Ceux qui annoncent régulièrement, ça fait partie de notre histoire, hein, la fin de l'aventure canadienne, française et québécoise. Ah, on parlera plus français dans 50 ans, l'immigration joue contre nous, bon, je sais pas quoi. À chaque fois qu'on a des manifestations d'inquiétude aussi importantes, hein, je pense aux documentaires qu'avait présenté Lise Payette, aux interventions publiques de quelqu'un comme Jacques Godbout, par exemple, on fait taire ces gens-là. On leur dit, vous êtes des oiseaux de malheur, votre pessimisme est sans fondement, vous exagérez, taisez-vous, ça va pas si mal que ça au Québec. L'intérêt de la chose, c'est pas tellement la teneur des propos de ces oiseaux de malheur, c'est la réception de leurs paroles, de leur discours. Pourquoi on ne veut pas entendre ça? On ne veut pas l'entendre, pas seulement parce que ça nous fait peur de nous soumettre à cette possible vérité-là, mais parce que au fond, on n'y croit pas. Disparaître. Est-ce qu'on va vraiment disparaître? Bah, quand même. François Legault, durant la dernière campagne électorale, disait craindre que ses petits-enfants ne parlent plus français. Bon, évidemment, c'est exagéré, parce que ses petits-enfants vont parler français. Mais, tout de suite, la réaction m'a beaucoup interpellé. Tout de suite, on l'a fait taire. Ah, Legault, qu'est-ce que tu racontes, là? Voyons donc. On veut pas croire ça. On veut pas le croire parce que on a l'impression que tout ça, finalement, ça fait longtemps qu'on annonce notre disparition, puis on ne disparaît jamais. Puis à force de ne pas disparaître, ben peut-être qu'on va être là pour toujours. Hein? Vous voyez, ça, c'est dans la conscience historique, il y a une véritable tension entre ces deux rapports à soi. On peut disparaître parce que nous formons une petite nation et que les petites nations sont par définition vulnérables.
Mais en même temps, on disparaît pas. On disparaît jamais, finalement. Donc, peut-être qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Vous voyez, c'est difficile à expliquer parce que il n'y a pas une espèce de rapport dialectique entre ces deux choses-là. Là. Elles sont toutes les deux posées dans la conscience historique. Quelquefois, c'est un aspect qui domine, d'autres fois, c'est l'autre. Dans le Québec d'aujourd'hui, moi, je trouve que les Québécois, aujourd'hui, sont pas très inquiets. Je trouve que, à part, évidemment, sauf exception, bien sûr, mais sont pas très inquiets. Les gens ont l'impression que, au fond, les sociétés évoluent. Le Québec aussi. Et puis, ma foi du bon Dieu, ça va pas aller si mal que ça. Regardez, par exemple, la situation du français à Montréal. C'est objectivement inquiétant. Moi, je sens pas beaucoup d'inquiétude chez les Franco-Québécois, même chez les Montréalais francophones, qui constatent, comme tout le monde, la chose, là. C'est un peu normal, c'est un peu inévitable que l'anglais prenne beaucoup de place dans une grande ville internationale comme Montréal. Puis après tout, on peut encore se faire servir en français partout, à Montréal, sauf exception. C'est pas un gros problème. Nous avons des sociologues qui nous disent que le français est maîtrisé par 94% de la population. C'est du jamais vu. On se questionne pas trop sur l'usage qu'on fait de cette connaissance-là, mais enfin. Alors, voyons un peu, il y a quelque chose qui est pas si inquiet dans le Québec d'aujourd'hui, et si cette inquiétude-là n'est pas présente, à mon sens, c'est parce que nous sommes dans un moment où domine cette espèce, ce sentiment de permanence. C'est qu'au fond, on est là pour longtemps encore, là. Puis nos petits-enfants vont parler français. Et puis, s'ils ne le parlent pas, s'ils ne le parlent plus, c'est parce qu'il y aura eu de bonnes raisons. Là. Mais voyez un petit peu, il y a quelque chose qui le titre de mon essai n'est pas là pour rien. Hein. C'est une démission tranquille. C'est les deux. C'est une démission, c'est-à-dire, au fond, tout ce qui nous arrive parce que c'est inévitable, et puis c'est comme ça. Puis tranquille, parce que ça va pas... la dissolution de l'aventure canadienne, française puis québécoise, c'est pas pour demain. Donc, comme c'est pas pour demain, on s'énerve pas outre mesure d'avance, là. Donc, ça se fait tranquillement, tout ça. Puis un jour, on constatera l'état des lieux. Mais il y a quelque chose comme ça qui nous guette, je crois. La conclusion de mon essai vise justement à alerter. C'est-à-dire, au fond, les Québécois feront bien ce qu'ils veulent de leur pays. Mais je pense qu'ils doivent se méfier un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le sentiment de la permanence, c'est un sentiment. Ce n'est pas une réalité sociologique ou politique. On n'est pas ici pour toujours. Surtout si on ne fait rien pour assurer la perduration de la collectivité. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. Il faut au fond, que si on est pour démissionner, il faut que ce soit en conscience de le faire. Il faut savoir ce qu'on fait. Alors, vous évoquez dans l'ouvrage la question de la tension entre la mémoire du Québec moderne, disons le Québec de la Révolution tranquille, et la mémoire du Canada français. Vous parlez donc de la rupture qu'il y a eu entre ces deux mémoires, l'une se construisant presque contre l'autre, même si on peut trouver des points de passage, évidemment, des points de continuité, mais néanmoins une mémoire se construisant contre l'autre. Et vous notez qu'il y a aujourd'hui un désir, donc pour certains, de retour au Canada français, que vous n'endossez pas, sinon sur le mode culturel, mais sur le plan politique. Mais vous plaidez néanmoins pour une réconciliation des mémoires. C'est sur le plan, on pourrait dire identitaire, la nécessité de tisser, pour reprendre la formule souvent utilisée, retisser le fil de la continuité historique. Est-ce qu'on peut dire que parmi les conditions permettant de reconstituer une capacité politique au Québec aujourd'hui, il y a aussi, non pas ce retour au Canada français, mais la nécessité probablement de tisser un fil de continuité entre les luttes d'avant-hier, le Canada français, les luttes d'hier, la Révolution tranquille, et les luttes à venir, celle du Québec qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce que de toute manière, cette réconciliation de la mémoire est une condition aujourd'hui de l'action politique? Absolument, certainement. Parce que, vous voyez, un projet aussi vaste et aussi exigeant que l'indépendance politique du Québec exige de retrouver le fil de cette histoire-là.
Pas seulement sur le mode d'une histoire de domination dont il faudrait revenir, qu'il faudrait essayer de dénier. Autrement dit, pas seulement dans le souvenir des avanies que l'histoire nous a réservées depuis tant de siècles, même si tout cela fait partie également du projet. Parce que ce qu'il faut retrouver, c'est au fond l'histoire longue de notre présence en Amérique. Dans ces moments lumineux, dans ces moments moins glorieux, plus difficiles, il faut retrouver tout cela, reposséder tout ça et écrire l'histoire du Québec d'un seul tenant. Hein, c'est-à-dire les Québécois d'aujourd'hui, dans leur modernité revendiquée, doivent se rappeler qu'un jour, ils ont été Canadiens-Français et qu'ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans ce passé-là. Et c'est très important pour un peuple de se saisir de son histoire dans sa totalité, de pouvoir se la raconter et pouvoir lui assigner un projet, un développement. Et je trouve que l'un des drames du Québec contemporain, c'est précisément de faire débuter cette histoire-là en 1960. Notre nation n'a pas seulement que 50 ou 60 ans d'existence, là. Et on peut pas souhaiter son développement dans la souveraineté en faisant fi de ce long passé canadien-français qui est aussi le nôtre. Alors, je dis qu'il faut se réconcilier avec lui. Un exemple là-dedans. Vous savez, on a fait un procès très dur à l'Église catholique et au catholicisme durant la Révolution tranquille, pour un ensemble de bonnes raisons. Des raisons qui sont évidentes pour tout le monde aujourd'hui. On ne retournerait pas à cette époque-là. Mais ce procès-là a été si total, si sévère, si dur, qu'il nous a en quelque sorte coupé d'une mémoire essentielle. Le monde canadien-français, pour un ensemble de raisons, s'est constitué autour de cette institution majeure qui a été pour lui l'Église catholique et dans cette espèce de mouvance culturelle et religieuse qui a été le catholicisme à la québécoise, là. C'était très important. C'est très facile aujourd'hui de faire le procès de ce passé-là. Mais la vérité, c'est que ça produit ici en Amérique du Nord une collectivité singulière et dont l'ancrage est précisément dans cette culture-là. Alors, moi, je dis qu'il faut se réconcilier. Il faut se réconcilier avec et l'Église et notre catholicisme ancien, non pas pour y revenir, mais pour retrouver là-dedans une part de nous-mêmes. Nous avons été formés dans ce creuset. Et les Québécois d'aujourd'hui ne veulent pas le voir, mais il y a une grande partie de leurs attitudes culturelles qui proviennent de ce vieux catholicisme-là. Et je pense qu'il faut retrouver ça en nous. Vous savez aussi, je sais pas moi, la soumission de jadis au grand pouvoir économique et politique, dont on s'auto-accuse aujourd'hui. Ah, que nous étions boutonniers, ah, que nous étions soumis, incapables de révolte, on se laissait faire. Montréal, c'est une grande ville qui parle anglais, puis on n'était pas chez nous. Aujourd'hui, on s'auto-flagelle, hein? On se dit, au fond, pourquoi on a toléré si longtemps cet état de soumission? Mais moi, je dis aujourd'hui qu'il faut se réconcilier avec ça aussi. Ça a été l'histoire du monde canadien-français, que cette histoire de domination économique et politique, et même culturelle durant très longtemps. Alors, c'est pas pour valoriser ce passé-là en disant, au fond, c'était le bon temps. C'était sans doute pas le bon temps, mais c'était notre temps. C'était notre monde. Et je pense que c'est important de refaire le lien avec lui. On fera pas l'indépendance politique du Québec parce qu'on veut créer de nouveaux ministères ou construire de nouvelles autoroutes plus solides que celles que nous avons actuellement. On va faire l'indépendance politique du Québec parce que du point de vue de l'histoire, cela signifiera quelque chose. Cela aura un sens. Et pour que la souveraineté ait un sens, il faut qu'elle puisse se référer au temps long de notre histoire. Alors, est-ce que les enjeux aujourd'hui, paradoxalement, de la conscience historique québécoise, c'est une forme de procès qui se radicalise d'une année à l'autre, remet en question jusqu'à la légitimité de l'existence québécoise? Je donne quelques-unes de ces expressions. La réduction de la Nouvelle-France à la question de l'esclavage, cette idée de plus en plus entendue comme
Québécois, globalement, le Québec serait un territoire non cédé, hein, c'est-à-dire une forme d'illégitimité de la présence québécoise en Amérique. Est-ce qu'une partie de nos élites ne trouve pas à se complaire dans ce discours? C'est-à-dire, ils voient une forme de marque de supériorité morale en y adhérant. Est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas une fragilisation de la conscience historique qui va bien au-delà des tensions qui étaient autrefois, qui traversaient la conscience historique québécoise et canadienne-française entre les éléments que vous avez identifiés? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas l'existence même du peuple québécois qui est remise en question au nom de ces idéologies nouvelles qui se réclament quelquefois de l'antiracisme, qui se réclament du décolonialisme, mais qui, dans les faits, viennent à congédier l'existence québécoise en Amérique? Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est l'une des ruses de l'histoire, hein? C'est-à-dire que la modernité québécoise, dont les Québécois sont si fiers aujourd'hui, c'est développé chez nous dans ses perspectives les plus radicales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Québécois normal, fier, devrait adhérer à ces convictions nouvelles, hein, d'une société qui se définit essentiellement dans le cadre d'une défense des droits fondamentaux, de l'antidiscrimination, tout ce que vous avez évoqué. Et ce que ça produit, c'est un effet très paradoxal sur l'avenir du peuple québécois. C'est-à-dire que tout cela débouche sur une espèce de dissolution du nous national. C'est-à-dire que dans la mesure où un Québec fier de sa modernité devrait s'afficher dans une lutte essentiellement dans les luttes antidiscriminatoires, dans une critique du passé, vous l'avez dit, esclavagiste, soi-disant, de la Nouvelle-France, et on pourrait l'antisémitisme du chanoine gros, je ne sais trop quoi, là. Dans la mesure où on doit critiquer ça pour pouvoir affirmer sa modernité, bien évidemment, ce qu'on est en train de congédier en même temps, et c'est très paradoxal, c'est précisément cette idée d'un peuple québécois qu'on peut continuer, ou qu'on devrait pouvoir continuer à définir dans sa globalité, comme acteur historique cohérent. Ça ne veut pas dire que le Québec est à l'abri du conflit, des contradictions, puis ça ne veut pas dire ça, mais longtemps, on a été capable de se représenter le peuple québécois dans son unité, je le dis entre guillemets, parce que, bon, tous les peuples sont traversés par des conflits. Mais aujourd'hui, avec l'adhésion à cette doxa, qui fait en sorte qu'une société démocratique ne l'est ou ne le serait que dans la mesure où elle se porte à la défense des minorités, qu'elle se dresse contre toute mesure discriminatoire ou apparemment discriminatoire, cette propension-là, cette redéfinition de la démocratie se fait en l'absence des collectivités nationales qui deviennent du coup suspectes. Est-ce que, au fond, la nation québécoise, dans sa prétention à la globalité, est-ce qu'elle écrase pas des minorités qui se reconnaissent pas en elle directement? Est-ce qu'on a le droit d'imposer ceci ou cela? Est-ce qu'on se rend pas coupable d'un déni de reconnaissance vis-à-vis de certaines minorités quand on affirme le nous national québécois? Ben, ces questions-là, aujourd'hui, vous le savez, sont sur toutes les lèvres. Et ce qui est, à mon avis, plus délétère, c'est qu'elles sont aussi sur les lèvres de plusieurs nationalistes québécois, hein, qui se demandent, au fond, vers quelle démocratie il faudrait se tourner aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une nation démocratique? Alors, si c'est une nation respectueuse, et uniquement et essentiellement de ce qui échappe à la globalité du nous national, ben effectivement, il y a un grand problème à affirmer cette même collectivité nationale. Alors, lorsqu'on se tourne vers le passé canadien-français, vers le passé québécois plus récent, vous en appelez à une réconciliation de ces deux mémoires pour retrouver une capacité de se projeter politiquement. Quels sont les éléments qui seraient les plus porteurs? Dans un de vos anciens ouvrages, c'était dans l'histoire en trop, vous parliez d'un vieux désir d'achèvement qui habitait la conscience historique québécoise. Vous parliez aussi en d'autres temps d'un vieux désir de durée. Donc les deux termes se recoupent sans être les mêmes. Quelles sont les lignes de fond les plus porteuses de la conscience historique québécoise au sens large, intégrant par là la plus vieille mémoire québécoise? Quelles sont les lignes les plus porteuses sur lesquelles les Québécois d'aujourd'hui, dans les circonstances politiques qui sont les nôtres, dans lesquelles pourraient s'ancrer ou dans lesquelles ils pourraient s'accrocher?
Mais moi, j'ai l'impression que ce qu'il faudrait rétablir au sein de la conscience historique, c'est une certaine fierté. Il y a une fierté très grande qu'on peut légitimement cultiver à l'idée que nous avons traversé une histoire adverse. Parce que on pense plus souvent à ces choses-là maintenant qui paraissent ringardes, mais nos siècles de présence en Amérique, c'est pas rien. C'est une petite collectivité qui est parvenue non seulement à être présente jusqu'à aujourd'hui, mais qui s'est développée, le frère un tel encore, comme civilisation singulière en Amérique. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. On ne le voit pas toujours. Il y a une fierté qui vient avec ça et qui devrait, naturellement, je crois, nous conduire à des conclusions politiques. Cette singularité-là qui a traversé l'histoire et dont on devrait être fier, devrait s'achever. Ce serait le summum de la fierté dans l'indépendance nationale. Dans la réalisation pleine et entière de ce sujet politique qui est né avec la Révolution tranquille. Ça devrait être ça. On devrait être capable de défendre le fait que dans un monde comme le nôtre, mondialisé sur plusieurs aspects, il est extraordinaire de voir que des collectivités particulières ont pu se développer, durer. Et c'est le cas du Québec, c'est le cas de l'histoire longue du Canada français. Cette persistance dans l'histoire, elle devrait être soulignée, elle devrait être mise en valeur et surtout, elle devrait se voir assigner un projet, une projection à développement. Je pense que c'est important de le faire. Nous formons au Québec une espèce de part de l'humanité très particulière. Même du point de vue de l'histoire du monde, on n'a pas intérêt à voir le Québec disparaître. C'est quelque chose de beau et d'admirable de voir qu'une petite collectivité comme la nôtre s'est installée en Amérique, au centre du monde, à sa manière et dans le projet de durée. C'est assez extraordinaire. Je pense qu'il faut retrouver ça, parce que les raisons matérielles de faire la souveraineté, jusqu'à un certain point, nous les connaissons. Il fallait les expliquer dans les années 60 et 70. On est capable et tout ça, là, Mais jusqu'à un certain point, vous savez, quand Jean Charest allait en Europe pour dire que l'indépendance politique du Québec, c'était faisable économiquement, c'était pas rien. Si Jean Charest le dit, c'est parce qu'on est plusieurs à pouvoir le croire, là. Alors, les bonnes raisons pour faire l'indépendance du Québec, rapatrier, ce qu'on a dit 1000 fois, là, rapatrier impôts et taxes du fédéral pour pouvoir les assigner à un projet véritablement québécois, tout ça, c'est archi connu. Et c'est archi vrai aussi. Ces raisons-là demeurent. Mais ce qu'il faut retrouver, c'est quelque chose de plus profond. Et ce qui est plus profond relève de la culture et de l'identité, de l'histoire. Il faut retrouver nos raisons fortes. Nos raisons fortes résident toutes dans ce que nous pouvons, dans ce que le passé nous a appris, dans ce qu'il a fait de nous, encore aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retrouver pour retrouver justement l'élan qui est en train de s'étioler aujourd'hui, parce que précisément on est coupé de ces raisons fortes-là, de l'histoire et de la mémoire. Il ne nous reste plus que des motifs pragmatiques, qui sont pas mauvais, je les récuse pas, mais je pense pas, moi, qu'on va faire l'indépendance du Québec pour rapatrier nos taxes et nos impôts. Oui, bien sûr, je le souhaiterais, mais c'est peut-être pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de retrouver ce qui nous a fait tel que nous sommes et qui devrait nous conduire aujourd'hui à vouloir réaliser quelque chose, une dernière étape, dernière mais fondamentale, qui nous permettrait de nous instituer durablement comme acteur historique, comme sujet politique. Jacques Beauchemin, merci infiniment pour votre passage au Se démène le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une démission tranquille, la dépolitisation de l'identité québécoise aux éditions Boréal. Merci. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado.
Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.